Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal un peu spécial. Vous le voyez, nous sommes sortis des studios pour nous rendre au salon Habitat & Co au parc des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Alors vous l'aurez compris, il s'agit d'un salon consacré à la maison, mais au sens large, vous le verrez. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour les particuliers de rencontrer tous les professionnels, mais sur un même lieu. Et au-delà de cet événement, l'actualité de ce vendredi 3 octobre, c'est aussi le procès Xynthia. Nous y reviendrons dans ce journal. Ces jeunes aussi de 15 ans qui peuvent déjà chasser, tout comme pour la conduite, il existe la chasse accompagnée. Exemple avec un jeune dans la campagne de Saint-Florent-des-Bois. Enfin, rencontre avec un autre jeune passionné, mais cette fois de potiron. Aurélien Fayola participera ce week-end au concours du plus gros cucurbitacé. Avant ça, nous tenterons de connaître son secret de fabrication. Nous nous trouvons donc toujours au cœur du salon Habitat & Co au parc des Expos à La Roche-sur-Yon. L'inauguration s'est déroulée ce vendredi matin, vous le voyez sur ces images. Jusqu'à dimanche, le public va donc pouvoir aller à la rencontre des quelques 140 exposants. De la charpente à la déco, en passant par l'équipement, ce salon est finalement un grand catalogue vivant où particuliers et tout professionnels peuvent donc se croiser sur un seul et même endroit. La preuve en images avec Guillaume Lefort. En ossature bois plutôt tendance et écologique ou en parpaing plutôt traditionnel, choisir sa maison n'est pas toujours facile. Il faut aussi penser à son isolation. Depuis peu, un autre type de construction revient dans l'air du temps, la brique. Elle offre une meilleure isolation pour un prix quasiment identique. Avec une brique de 20 cm d'épaisseur, on est globalement à peu près 5 fois plus isolant ce qu'on appelle un parpaing, c'est-à-dire un aggloméré de ciment. Entre une maçonnerie d'aggloméré de ciment et une maçonnerie de briques, l'écart est très faible. En moyenne, c'est, on va dire, entre 0 et 3 euros de plus du mètre carré. Maison témoin ou maison sur plan, ceux qui ont un projet trouveront leur bonheur ici dans les allées. Même chose du côté des équipements intérieurs, de la cuisine à la salle de bain, en passant par les planchers et les escaliers de tout type. Mais avant cela, mieux vaut se renseigner sur les tarifs. Quant au financement, il faut s'assurer d'arriver devant son conseiller avec un dossier complet. On va demander des pièces habituelles que sont les avis d'imposition, les 2 dernières années d'avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de salaire, mais également 3 mois de relevé de compte, de façon à faire toutes les vérifications bancaires. Place ensuite à l'équipement énergétique. Cheminées, poêles, systèmes de géothermie et autres isolations techniques sont désormais connus. Une nouvelle technologie très en vogue s'installe dans votre maison, la domotique. Généralement, on va gérer les volets roulants, les lumières, c'est les bases. Mais après, on va pouvoir faire communiquer le système d'alarme. Ça va être l'ouverture des portes de garage. Ça va être l'arrosage automatique. Et une fois que tout ce système est relié, on va pouvoir faire de la programmation justement. Et là, créer des scénarios. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour couronner le tout, vous pourrez toujours ajouter un petit plus à votre demeure pour vous sentir chez vous, comme un poisson dans l'eau. On ne peut pas parler du salon Habitat & Co sans penser au secteur du bâtiment, un secteur largement touché par la crise depuis plusieurs années. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé quelques coups de pouce pour relancer le secteur. Et justement, un tel événement comme ce salon peut-il aider à soutenir l'activité? Nous sommes allés poser la question à Henri Massiot, le président de la Fédération du bâtiment en Vendée. Il faut surtout aujourd'hui être visible aussi du marché du particulier, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans la mouvance des économies d'énergie, la transition énergétique. Ce salon est l'occasion aussi de faire une vitrine pour nos adhérents et notre fédération. En plus, on veut aussi montrer que le bâtiment évolue, donc on pourra voir sur le stand des choses de réalité augmentée, la BIM, des nouvelles procédures de nos métiers pour le rendre un peu plus attractif et plus performant et le faire connaître au plus grand nombre. Nous sommes toujours au salon Habitat & Co à La Roche-sur-Yon, mais nous allons revenir sur l'élection de Bruno Retailleau. Vous le savez, nous en avons parlé hier. Le président du Conseil général de la Vendée est le nouveau président du groupe UMP au Sénat. Ce vendredi, il était à Nantes. L'occasion pour nous de recueillir sa réaction après son élection. Je suis très heureux que les collègues m'aient choisi parce que je ne pensais pas qu'au premier tour, ça passerait. Je pense qu'ils ont joué la carte du renouvellement, la carte des territoires. En même temps, je pense que le Sénat, pour être légitime, doit être le grand conseil des collectivités territoriales. Gambetta disait il y a un peu plus d'un siècle que le Sénat, c'était le grand conseil des communes de France. Eh bien, je pense que ça doit l'être plus que jamais. Et le fait que je sois un élu enraciné a aussi pesé. Donc, le renouvellement, plus la carte des territoires, c'est ce qui l'a permis de l'emporter hier.
On ouvre à présent le dossier Xynthia. Ce vendredi marque la dernière journée de cette 3e semaine d'audience. Nous retrouvons Caroline Tronche et Carl Laboureux sur place. Dans ce dossier, rien n'a bien fonctionné. En quelques mots, le sénateur introduit et résume en même temps le contenu du rapport qu'il tient à la main. Un rapport sur ce qui n'a pas marché en France la nuit de Xynthia et qui a donc conduit à plusieurs dizaines de morts. Le Girondin Alain Anziani, cité par la défense, qui ajoute que nous n'avons vraiment plus la culture du risque, que le littoral français compte plus de 2000 communes et que beaucoup auraient été dans la même situation que la Faute-sur-Mer face à une tempête de type Xynthia. Nous avons même, à la place d'une culture du risque, une sorte d'amnésie collective. C'est-à-dire que ce qui nous avait beaucoup saisi, c'est-à-dire de voir que dans un lieu, dans un village, on vous disait, mais ici, nous n'avons jamais eu de difficulté. Il n'y a jamais eu ici d'eau dans cette pièce. Là, vous n'avez jamais eu d'eau. Et en réalité, si vous alliez voir dans les archives départementales, bien, vous vous rendez compte qu'il y a 50 ans, 100 ans, peut-être parfois plus, parfois 400, mais bon voilà. En fait, l'ensemble de l'île avait été submergé. Alain Anziani était le dernier témoin de ce procès après le commandant Chabot, le numéro 2 des sapeurs-pompiers de Vendée. Un Philippe Chabot très ému hier alors qu'il détaillait heure par heure le dispositif et le travail des pompiers depuis le samedi 27 février 2010 à 14h. Lundi, c'est le début des interrogatoires. Si le calendrier ne change pas, René Maratier et Françoise Babin s'exprimeront sur la première moitié de semaine. Philippe Babin et Alain Jacobson la concluront. Merci Caroline, nous vous retrouvons à présent lundi pour la 4e semaine d'audience du procès Xynthia au Sables-d'Olonne. Alors vous le voyez, nous sommes toujours au salon Habitat & Co à La Roche-sur-Yon, mais l'actualité ne s'arrête pas pour autant. Nous allons donc à présent parler de ces jeunes de 15 ans seulement et qui pourtant chassent déjà. Alors comme pour la conduite, finalement, ils pratiquent la chasse accompagné. Notre journaliste a retrouvé un jeune passionné dans la campagne de Saint-Florent-des-Bois. Regardez. Alban vient de manquer sa cible. À 15 ans, il vit sa première expérience de chasseur, mais pas tout seul. Pour pouvoir chasser 1 an avant l'âge légal, il a opté pour la chasse accompagnée, car pour lui, la chasse est une affaire de famille. J'ai voulu chasser parce que mon père il chasse, donc je vais toujours avec lui depuis tout petit. J'aime ça, la nature et tout. C'est Nathaël, un ami de son père, qui le chaperonne durant les battues, car la chasse accompagnée répond à des règles strictes. C'est donc un fusil pour 2, ce qui permet aux jeunes de chasser en fait une année plus tôt que de son permis de chasse officiel. Il peut aller au battu grand gibier, pareil. La seule chose qu'il n'a pas le droit, c'est la chasse à l'arc. Même pour la chasse accompagnée, une formation est nécessaire. Le jeune chasseur doit au préalable choisir 1 ou 2 parrains. Alban, lui, a choisi son père et Nathaël. Il nous explique les manipulements d'armes, puis les accidents, les risques qu'il peut y avoir avec un fusil. J'étais ami avec son père, donc après Alban m'avait demandé d'être parrain en chasse. Naturellement, une matinée de formation ne suffit pas pour apprendre à toucher sa cible du premier coup. Alban a fait ses armes d'une toute autre manière. Ça, je sais tirer, j'ai tiré au baltrap. C'est la même chose ? Oh oui. Ça se ressemble. Ça aide. Ça aide. En fin de matinée, seule une perdrix aura été abattue par un ami d'Alban. Mais le jeune chasseur n'est pas déçu de sa première journée de chasse accompagnée. Dès dimanche prochain, il retournera chasser avec son père. Il espère bien cette fois-ci rentrer avec un beau trophée. Nous voici à présent dans l'espace réservé aux professionnels reconnus garants de l'environnement. Il s'agit d'un label. Alors c'est l'occasion encore une fois pour le public de rencontrer tous les professionnels et surtout d'avoir des informations sur l'éco-construction. Et c'est d'ailleurs ici que nous retrouvons Michel Ferré. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'organisateur de ce salon. Alors on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit plusieurs fois dans le journal, la décoration est très présente dans ce salon. Alors pourquoi une telle place ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on traverse une période qui est plutôt morose et je crois qu'on a tous besoin de chaleur, de couleur, de reprendre de la pêche. Finalement, cette décoration remplace le soleil. Vous savez, on a besoin de sérotonine. Ouais. Finalement, c'est retrouver la pêche au travers de ces rencontres que l'on fait, laisser place à son imagination. Oui.
et puis créer en collaboration avec les personnes qui sont là, tout simplement. Alors justement, vous le dites, le public est largement aussi invité à mettre la main à la pâte. Il y a pas mal d'ateliers, des forums, etc. Oui. Pourquoi un tel investissement ? Écoutez, je pense que ça correspond à une évolution de la société. Je crois qu'on a tous besoin maintenant, non pas d'acheter, mais on a besoin de s'impliquer dans un process. Et de plus en plus de prestataires de services qui sont présents ici souhaitent que c'est aussi une façon d'impliquer et aussi d'arriver à faire du business. Hein. À partir du moment où on s'implique, on adhère tout de suite, évidemment, à ce qu'on nous propose. Oui. Et en plus, je crois que c'est très sympa, ça crée du lien social, c'est extrêmement positif. Et puis finalement, c'est peut-être plus simple après de le refaire à la maison quand on l'a fait avec un professionnel. Tout à fait, effectivement. Quand on rentre à la maison, on est très fier de montrer son savoir-faire. C'est ça. Alors, une dernière question. Alors, nous sommes ici dans l'espace éco, finalement, construction, mais il y a aussi une partie importante. On parle des nouvelles technologies au service de l'habitat. Alors, ça veut dire quoi ? Tout à fait. Écoutez, on parle beaucoup d'économie d'énergie, etc. Il est bien évident que quand on dispose de moyens domotiques, etc., pour mieux gérer son habitation, vous savez qu'il va falloir faire des économies. Oui. On parle de protection de la planète, etc. Et il est bien évident que quand on peut, à partir de son iPhone ou d'un iPad, réguler les temps de chauffage, les ouvertures des fenêtres, et même la cuisine bientôt. On va vivre une véritable révolution. Donc, je crois qu'il est nécessaire, indispensable que toutes les générations, y compris la mienne, commencent à se faire et à anticiper et puis rentrer dans cette logique qui, en réalité, n'asservit pas les personnes, mais leur permet au contraire de se libérer d'un certain nombre de soucis quotidiens ou de contraintes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Ferré. Vous allez rester encore un instant avec nous. On va parler, désolé, d'un autre grand rendez-vous ce week-end. Il s'agit du Tour de Vendée dimanche. La course s'élancera de Chantonnay à 11h. Près de 150 coureurs prendront ensuite la direction du sud du département où les routes vallonnées s'annoncent déjà compliquées pour ces professionnels. Et la course se terminera ensuite à La Roche-sur-Yon avant 16h pour le vainqueur. Et précisons que le Tour de Vendée est l'une des dernières courses de la saison. Une course un peu symbolique pour le Team Europcar. Nous sommes d'ailleurs allés voir l'un des coureurs de l'équipe vendéenne. C'est pas forcément une course qui réussit trop à l'équipe. Je crois que le dernier vainqueur de l'équipe, c'est Franck Bouillet avec l'équipe Bonjour, donc ça remonte un peu. Donc ça serait bien qu'un gars de l'équipe remporte cette année. On est toujours motivé sur les courses, mais là je pense qu'on a un petit avantage par rapport aux adversaires, parce que c'est la fin de saison, il y a un peu de lassitude, alors que nous en Vendée, on va pas forcément ressentir ça, quoi. Nous sommes toujours au cœur du salon Habitat & Co à La Roche-sur-Yon, mais nous allons à présent nous intéresser à ce projet fou d'un Vendéen. Le 18 octobre prochain, Gérard Marie participera à la course Rame Guyane. Il s'agit d'une course d'aviron en solitaire et sans escale entre le Sénégal et la Guyane. Et ce retraité de 67 ans s'est donc lancé dans ce défi qualifié d'Everest de la mer. Delphine Ledu l'a rencontré juste avant son départ chez lui à Bretignolles-sur-Mer. On part de Dakar le 18 octobre, l'Atlantique, et on va arriver en France, en Guyane, à Cayenne. 4700 mètres à la rame, c'est le défi que va bientôt tenter Gérard Marie. À bientôt 67 ans, ce Bretignolais a déjà traversé 4 fois l'Atlantique à la voile, mais encore jamais à la rame. Moi, ce que je vise, c'est 44 jours. Alors, pourquoi 44 jours exactement ? C'est parce que 44 jours, ça correspond à mes 67 ans. Le 44e jour, j'aurai 67 ans. Alors ce serait chouette de fêter mon anniversaire à l'arrivée. Je vais tout faire pour que mon corps m'accompagne jusqu'au bout. Je ne vais pas le brusquer. Si j'avais 30-40 ans, ça c'est sûr, je me laisserais aller pour viser un podium. Mais là, le but déjà, c'est d'arriver là-bas à Cayenne. Le retraité a pu porter à bien son projet grâce au soutien de plusieurs entreprises vendéennes. De l'accastillage à l'électronique en passant par la cuisine. Dans 15 jours, c'est en solitaire et à bord de son bateau de 8 mètres de long qu'il va tenter de l'aventure, sans escale ni assistance. Je sais que je vais passer par des moments de joie, je vais passer par des moments de doute, de peur, c'est comme ça. Catherine, sa compagne, le soutient dans sa préparation et ne doute pas de sa force. Il a beaucoup de ténacité quand il a un projet, ça c'est certain. Cette nouvelle expérience, je pense qu'il ira jusqu'au bout aussi.
Marche, vélo, kayak, l'effort n'est pas inconnu pour Gérard. Le Bretignolais mise sur sa résistance physique, mais aussi mentale, pour relever le défi. Bon courage donc à Gérard Marie et également au deuxième Vendéen engagé dans cette course, Philippe Malapert. Et puis bon courage aussi à nos 4 Vendéennes engagées dans l'élection Miss Prestige. Il s'agit de l'élection de Geneviève de Fontenay. Les 4 Vendéennes viennent de La Roche, d'Aubigny, de Fontenay-le-Comte. Et samedi, elles participeront donc à l'élection régionale. Elle se déroulera au Vieux-Théâtre à La Roche-sur-Yon. Et notez d'ailleurs qu'il reste des places. Vous pouvez aller les réserver à l'Office du tourisme. Et la gagnante, on espère que ce sera une Vendéenne, ira à l'élection nationale en janvier prochain à Strasbourg. Nous sommes donc toujours en direct du salon Habitat & Co, dans l'espace, vous le voyez, un déco, un espace très important dans ce salon. On l'a entendu tout à l'heure avec le président. Alors le sujet que nous allons traiter maintenant sera difficile à mettre dans votre déco intérieure. Vous allez comprendre pourquoi. Ce week-end, c'est la fête de la citrouille. Et comme chaque année, l'événement accueille le concours du plus gros potiron. Et ici, on parle de potiron de centaines de kilos. Et cette année, le plus jeune participant est vendéen. Grégoire de Châtillon s'est rendu chez lui, à l'île d'Olonne, pour comprendre comment on obtient un tel légume démesuré. Il a de quoi être fier, Aurélien. Pour sa première participation, ce jeune maraîcher a réussi l'exploit d'obtenir un potiron qui pourrait peser autour des 200 kilos. Moi, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable d'en faire pousser une. C'est vrai que ça prend du temps. J'allais la voir tous les matins et tous les soirs. Et au niveau de la taille et de l'arrosage, je procédais ça le soir. Et je comptais entre un quart d'heure et une demi-heure par soir tous les jours. Un sacré investissement, mais aussi un plaisir pour Aurélien, qui a vu sa plante potagère se développer. Au début, j'avais l'impression qu'elle ne grossissait pas. Et avec la pluie qu'on a eue au mois d'août, les 15 jours de pluie, j'avais vraiment l'impression qu'elle grossissait, voire doublait tous les jours. Et c'est vrai que ça grossit à une vitesse. Et je suis sûr qu'il y a parfois des jours où elle a dû prendre au moins 10 kilos. Pour en arriver là, ce cousin de la citrouille demande beaucoup de fumure, de l'eau en abondance, mais aussi un grand espace. C'est une culture qui peut, on va dire, couvrir 100 mètres carrés de sol, tellement que les feuilles et les tiges sont grandes. Donc il faut essayer de laisser qu'un fruit pour que le fruit principal grossisse. Sauf que là, patatras, les cumuls de pluie du mois d'août ont aussi fait des dégâts. Le problème, c'est que ça a engendré beaucoup de maladies. Au mois de septembre, elle n'a pas pu grossir vu que la maladie s'est propagée assez rapidement au mois d'août. Enfin, voilà le résultat, même si le potiron d'Aurélien fera figure de cochonnet parmi les plus gros de la compétition. Le record à battre est tout de même de 646 kilos. Eh bien, pour une première, ce n'est pas si mal. L'année prochaine, il pense déjà qu'il fera mieux en cultivant, comme beaucoup d'autres compétiteurs, son potiron sous abri. Et avant de refermer le journal, encore un mot pour vous dire que décidément TV Vendée n'en finit pas de vous proposer de nouvelles émissions. Chaque semaine, Chemin de Traverse vous emmènera à la découverte du patrimoine et de la nature. Et la première, c'est donc ce vendredi sur TV Vendée. Et comme chaque jour, on fait un point sur la météo. Il semblerait malheureusement que ce vendredi était la dernière journée estivale. Ce week-end, nuages et averses devraient être largement plus présents, même si le soleil reviendra dimanche. Et surtout, ce sont les températures qui marqueront la différence et certainement donc le passage définitif à l'automne. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille donc les prévisions pour ces 2 prochains jours. C'est la fin de ce journal spécial dans le salon Habitat & Co à La Roche-sur-Yon. Notez que le salon est ouvert gratuitement jusqu'à dimanche au parc des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Donc merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Lundi, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité, mais cette fois dans les studios. D'ici là, très joli week-end à tous.